Voilà, monsieur, bonsoir. Bienvenue à Face à l'actu, votre émission évidemment d'échange, mais surtout de retour de l'actualité telle que traitée par la rédaction de STV. Ce soir, notre invité est un universitaire de renom, géographe, écrivain, penseur et engagé dans le renouvellement de la pensée scientifique africaine, professeur titulaire hors échelle des universités camerounaises, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala et président de la Société camerounaise de géographie. Il est également membre de l'Académie des sciences du Cameroun et membre étranger permanent de l'ASCAD. Alors l'ASCAD, c'est Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Récemment, il a d'ailleurs pris part à cette assemblée du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il a remis 2 de ses derniers ouvrages au président de cette prestigieuse institution, l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Marie Akebo. À travers ses travaux, le professeur René Joly Asako, puisqu'il s'agit de lui, développe des concepts originaux tels que la géographie transcendante, la roboscopie existentielle ou encore l'assakoïsme qui interroge la place du savoir africain dans la compréhension du monde. Que peut apporter donc cette pensée à la société? Comment la recherche africaine peut-elle transformer les politiques publiques, les territoires et les mentalités? Professeur René Joly Asako, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de vous être arrêté chez nous ce dimanche pour le plaisir de nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité d'exposer mon degré d'ignorance. vous êtes modeste, sur le coup. On regarde tout au moins du profil qu'on vient de décrire. Oui, bon, je laisse tout un chacun apprécier. Évidemment que le prétexte de cette émission, c'est votre présence à Abidjan. On a été heureux de savoir qu'un Camerounais, tout au moins, participe à ce niveau de réflexion scientifique et partage son savoir à travers l'Afrique, mais aussi le monde. Alors, vous avez donc participé à cette rentrée solennelle. Quelle portée scientifique et symbolique donnez-vous à cette rencontre-là? Alors, la portée, c'est celle de l'ouverture. L'ouverture au monde, l'ouverture à la science et même la place prépondérante que devrait en principe prendre la science, que devrait prendre les savoirs, non seulement dans l'évolution des sociétés, mais aussi dans des questions de gouvernance. Absolument. Parce qu'il faut dire que l'ASCAD dont vous parlez, qui est donc l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, c'est une académie des sciences qui se trouve en Côte d'Ivoire, mais qui admet des membres étrangers, comme ça a été mon cas. Notamment, j'ai remplacé le professeur Yves Coppens, qui était un Français, anthropologue, enfin socio-anthropologue, il est multidimensionnel, qui est décédé depuis quelques années. Et jusque-là, on n'avait pas pu le remplacer. Jusqu'à ce que l'honneur ait été fait de pouvoir le remplacer. Donc, c'est dans ce cadre-là que, après le colloque international organisé par l'ASCAD, par cette académie l'année passée, sur les mathématiques et le développement, il a été question dernièrement, donc, c'est-à-dire la semaine passée, de la rentrée solennelle de l'Académie des sciences. En fait, une rentrée qui marque le début des activités de l'Académie, comme cela est de tradition dans les académies du monde entier. Absolument. Voilà. D'accord. Alors, vous avez donc présenté vos 2 derniers ouvrages. Oui. D'abord, quelles en sont les problématiques centrales et puis la portée à l'échelle du continent? Bon, c'est vrai que dans ma casquette d'écrivain, je ne suis pas que géographe. Ça veut dire que je ne produis pas que des œuvres géographiques, je produis aussi des œuvres littéraires et certaines autres œuvres qu'on peut bien qualifier d'œuvres philosophiques.
Bon, c'est le cas de ces deux derniers ouvrages. Ça a été une espèce de coup double parce que les deux sont sortis la même année. Le premier, c'est un roman. Okay. C'est un roman qui est intitulé « Au que est dit deux femmes pour un destin d'amour » et qui a eu l'honneur d'être préfacé par le ministre de la promotion de la femme et de la famille, Madame le professeur Marie-Thérèse Abena-Oundoua, que vous connaissez. Alors, c'est l'histoire de deux sœurs. Une va en mariage, fait beaucoup d'enfants, et l'autre se marie aussi de son côté, plus jeune, mais elle ne fait pas d'enfants du tout. Alors, elle s'en va parce qu'elle fait l'objet de toutes les critiques, de tous les colibets, de toutes les moqueries possibles, parce que, dit-on, elle n'est pas capable de donner une progéniture à son mari. Alors, dépassée, elle s'en va demander à sa sœur, qui était déjà à 8 enfants, de lui donner un enfant. Et sa sœur lui donne donc un enfant, un garçon, qui finalement lui assure, je veux dire, un bien-être social, avec beaucoup d'amour. Finalement, ça devient une histoire philosophique. Hein, on se rend compte que la famille, comme cellule de la société, n'est pas que biologique. Donc, c'est un exemple de famille sociale réussie, qui donne finalement des envies, qui permet de restaurer la dignité de cette famille, la dignité de cette dame, la dignité de son mari. Une forme d'interpellation donc à ces femmes qui sont souvent répudiées, voilà, du fait de ne pas pouvoir... De ne pas pouvoir procréer. D'accord. Alors que cette histoire montre bien que la procréation n'est pas que biologique, elle est aussi sociale. Et quand elle est bien managée, quand elle se fait sur fond d'amour, eh bien on peut avoir des résultats qui parfois dépassent les procréations biologiques. Parce qu'on s'est rendu compte à la fin que cette dame ce couple qui n'avait pas eu d'enfant biologique, eh ben, ça en est sorti. Ils étaient épanouis. Ils étaient parfois plus épanouis que beaucoup d'autres couples, beaucoup d'autres familles qui avaient des enfants biologiques. Donc, je crois que c'est cette exhortation à une humanité participative, à une humanité inclusive, qui a, je suppose, convaincu Madame le ministre de porter ce projet comme étant préfacière. Elle qui est la gardienne des familles. Voilà, qui est gardienne de la famille et de la femme de façon générale. Alors ça c'est le roman. Ça c'est le roman. D'accord. Et puis maintenant, le deuxième livre, je l'appelle « De l'orage dans mes silences ». Okay. De l'orage dans mes silences, bulletin quotidien des idées et débats qui éveillent mon esprit. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme intellectuel, comme universitaire, ou tout simplement comme être humain, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de débats, un certain nombre de sujets qui se bousculent dans mon esprit, qui m'interpellent, qui interpellent la société, qui interpellent la gouvernance, en fait, qui interpellent tout le monde, et où je pense que je peux avoir mon point de vue à donner. Je peux avoir mon idée. Là, c'est l'intellectuel qui s'exprime. Je pense. En fait, c'est quelqu'un qui s'interroge et qui prolonge ses propres interrogations sur la société. D'accord. Parce que c'est la société, son fonctionnement, comment les choses se passent, comment les gens pensent, comment les gens agissent, comment les gens interagissent, comment les institutions agissent et interagissent, tantôt entre elles, tantôt sur les individus. C'est tout ce bouillonnement-là qui fait que je me suis dit, il faut peut-être consigner tout ça. Voilà pourquoi cet ouvrage, il est en 3 parties. Il est en 3 parties. La première partie, c'est ce que j'appelle les graines du temps qu'il fait et qu'il fera. La deuxième partie, que j'appelle proprement les combats de vie. Okay. Je sème les graines dans un premier temps.
Après, c'est des combats beaucoup plus élaborés sur un certain nombre de sujets. Et puis, je termine par un recueil de poèmes. C'est-à-dire, une fois que l'esprit a bagarré, il s'envole. C'est à ce moment-là qu'on arrive sur le recueil de poèmes. Voilà pourquoi, d'ailleurs, à partir de cet ouvrage, je me suis présenté comme l'écrivain du désordre. Ah, d'accord. L'écrivain du désordre. Pourquoi? Parce qu'au plan purement philosophique, selon ma petite ignorance, il n'y a ni ordre ni désordre. Okay. Il y a simplement des convenances individuelles. Oui, des convenances qui peuvent être individuelles dans un environnement ou collectives. Et donc qui peuvent devenir conflictuelles. Oui, les convenances peuvent être individuelles ou collectives. Ça devient collectif à partir du moment où ça sort de l'individu, ça devient l'affaire d'une communauté, d'un groupe. Donc, vous pouvez imaginer que l'ordre de maintenant peut être le désordre de demain. Absolument. Tout comme le désordre du matin peut être l'ordre du soir. À la fin, on se demande, c'est quoi l'ordre? C'est quoi le désordre? Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement des convenances, des choses qu'on accepte telles qu'à un moment donné et qu'on peut refuser à un autre moment? Par exemple, l'esclavage a été un ordre établi, accepté, cautionné, parfois codifié. Quand vous voyez le code noir, l'esclavage a été codifié. Comment est-ce qu'on doit faire? Puis arrive un moment où on se dit, on ne peut plus continuer comme ça, ça devient le désordre. Et quand ce que je dis de l'esclavage est valable pour des tas d'autres situations. Donc voilà pourquoi je me dis, quand je parle de l'écrivain du désordre, vous avez dans une seule œuvre, vous avez trois parties qui ne sont pas forcément. Vous avez la prose, vous avez la poésie, vous avez. Bon, voilà. Mais ça, c'est du génie. Voilà. Alors, où les trouve-t-on? Les livres sont à l'Harmattan, mais on peut les trouver en ligne. Il suffit d'aller sur Amazon. Et tous mes ouvrages sont sur Amazon. D'accord. Déjà une vingtaine, c'est sur Amazon. Alors, cela dit, en quoi ces recherches, en quoi les académies africaines peuvent-elles influencer les politiques publiques, sachant que nous sommes dans des environnements où vraiment les problématiques de politique publique au quotidien sont extrêmement énormes. On a même souvent l'impression que l'Afrique qui est en arrière ne pense pas toujours ces politiques publiques ou si leurs intellectuels ne font pas toujours une forme d'appropriation de leurs réflexions pour résoudre les problèmes d'ici. Bon, moi j'ai toujours pensé que la vie, c'est un jeu de rôle. Okay. La vie est un jeu de rôle. Il faut que chacun joue son rôle pleinement, objectivement, de façon à faire en sorte que la vie tienne sur ses piliers. Les piliers de la vie, c'est quoi? 1, l'abondance. 2, la diversité. Lorsque on ne tient pas compte de ça, maintenant on peut ajouter des ingrédients comme l'environnement, on peut ajouter, la temporalité. Donc, il faut que chacun joue son rôle. Les intellectuels, les universitaires ont pour domaine de définition les savoirs. La recherche des savoirs, la production des savoirs, la diffusion des savoirs, la valorisation des savoirs. Mais il revient donc maintenant aux politiques, aux décideurs, d'intégrer le savoir dans la prise de décision. Je pense que si les choses se passent de cette façon, eh bien, on peut avoir des avancées significatives. Ça veut dire qu'il ne revient pas, je me dis, il ne revient pas aux savants de décider de ce qu'on doit faire de son savoir. Il dit, voici ce qu'on peut faire. Il y a tel problème qui se pose. Après avoir utilisé mes outils heuristiques, je suis arrivé à tel résultat. Maintenant, c'est à celui qui décide de rendre cela possible, d'implémenter. Enfin, il décide, mais à côté de ça, il y a l'implémentation
dans l'opérationnalité. Absolument. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas celui qui décide qui va opérationnaliser. Hein. Il rend possible. Absolument. Le décideur rend l'opérationnalisation possible. Et il y a donc des gens, d'autres acteurs au niveau opérationnel qui s'en approprient et qui développent ça pour que le résultat puisse maintenant bénéficier à la société tout entière. Alors, suivant ce schéma, avez-vous le sentiment que de plus en plus, ces résultats sont donc intégrés, sont pris en compte par les décideurs publics? Oui, c'est comme dans toute chose. C'est mitigé. C'est comme dans toute chose. J'y vois une potentiométrie qui avance progressivement. C'est-à-dire, on ne peut pas dire tout de go, c'est tout bon, ou bien c'est tout mauvais, mais je pense qu'il y a une évolution progressive. Mais je peux vous dire que dans les pays où cette adéquation a été faite entre les milieux de recherche intellectuelle et les milieux opérationnels, les avancées ont été significatives. Bon, au Cameroun, si je prends le cas des universités par exemple, je pense qu'on avance bien. On avance bien. Nous avons déjà à l'université, parmi les 3 vice-recteurs, un qui est chargé des relations avec le monde des entreprises. Absolument. Et ça, c'est exceptionnel. Ça ne date pas de très longtemps, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'accord. Alors, l'autre question que l'on se pose également, c'est de se dire, c'est d'observer d'abord que, évidemment, nos scientifiques, les intellectuels que vous êtes, ont une forte emprise dans les académies internationales. Oui. Et donc, on se demande s'il n'y a pas une forme de dépendance vis-à-vis de ce modèle étranger. Bon, dépendance, je ne dirais pas trop, mais il faut dire que la recherche se fait mieux là où la logistique et l'organisation le permettent. D'accord. C'est peut-être ça aussi. Parce que ça dépend des domaines. Vous avez des domaines de recherche où on n'a pas besoin forcément d'une logistique extraordinaire. Ça peut être au niveau des idées. Mais lorsqu'on a besoin des technologies pointues d'un certain niveau, et si ces technologies-là ne sont pas sur place, eh ben on va les chercher là où elles sont. Mais je dois aussi dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, à un moment, la plupart des chercheurs du monde de cette époque allaient se faire former en Égypte. Absolument. Absolument. En Égypte. Absolument. L'Égypte pharaonique. Bon. Et puis maintenant, les choses évoluent. En fait, on va chercher la technologie, on va chercher le savoir là où il existe. C'est comme ça. Donc, c'est dans la nature de la recherche de se faire avec la mobilité des enseignants, la mobilité des chercheurs, la mobilité des étudiants. Parce qu'il ne faut pas seulement voir ça d'un sens. Moi, je suis un professeur invité dans les universités françaises. Absolument. Comme j'étais aussi là-bas pour aller apprendre au moment où j'étais étudiant. Donc, je veux dire, ce sont des échanges qui se font au gré des projets, au gré des intérêts, au gré du niveau de technologie que les gens recherchent pour faire telle ou telle recherche. Mais aussi au gré des financements. Bien sûr. Au gré des financements. Donc, je veux dire, c'est tout à fait quelque chose de tout à fait normal dans la recherche. Alors, je l'ai dit dès l'entame de l'émission, le programme consacre également une part importante à certains reportages que nous avons pu observer tout au long de la semaine. Si Eric Ngando, qui réalise l'émission, est prêt, on va commencer par la rentrée judiciaire. Vous savez, à Yaoundé, l'événement a eu lieu cette semaine, c'était jeudi. C'est un reportage d'Olivier Bozike. Récemment nommée par décret présidentiel en remplacement de Lung Jodo, décédée en août 2025, Marie-Claire Dieudonné Nsen Elan a été installée ce jour dans ses nouvelles fonctions de procureur général près la Cour suprême du Cameroun. C'était à l'ouverture de l'audience solennelle de rentrée judiciaire 2026. À l'occasion, pour ses toutes premières réquisitions, la magistrate hors hiérarchie appelle à une vigilance accrue face aux menaces contemporaines, tout en réitérant l'exigence d'un encadrement strict
et proportionnée des restrictions aux droits fondamentaux. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que, je cite, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Fin de citation. Cela signifie que chaque liberté doit être contenue dès lors qu'elle empiète sur d'autres libertés. Il appartient donc aux législateurs camerounais de juguler la difficile conjugaison du maintien de l'ordre et de l'évolution de la demande sociale face à l'émergence de nouvelles problématiques ou menaces de liberté individuelle. L'audience est présidée par le magistrat Joseph Fongang Fonkoy au nom du premier président de la Cour suprême Daniel Meco-Bessoni, en présence du chef du gouvernement Joseph Diongouté et d'autres membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique, des parlementaires ainsi que des représentants des organisations internationales. Le message de cette année est axé sur la difficile gestion du contentieux foncier au Cameroun, dû, selon Joseph Fongang Fonkoy, aux problèmes administratifs, le non-respect des décisions de justice, le caractère désuet du dispositif juridique en la matière. Au Cameroun, la gestion du contentieux foncier est confiée à l'administration, aux juridictions administratives et aux juridictions d'ordre judiciaire. La multiplication des litiges fonciers révèle que ces structures n'accomplissent pas toujours avec efficience cette mission. Il ne peut y avoir de développement économique si la propriété foncière et la gestion du contentieux ne l'assurent pas. Cela est nécessaire pour redonner confiance à nos concitoyens, pour assurer les opérateurs économiques et les investisseurs étrangers. En somme, le magistrat Joseph Fongang Fonkoy recommande une réforme foncière profonde qui intégrera également une mise à jour des lois qui encadrent ces secteurs fondamentaux pour le développement national. Il faut noter que cette audience marque également la clôture de l'année judiciaire 2025. Prof, on va peut-être poursuivre l'échange. Hein. Alors, l'autre chose, comment sortir d'une logique de reproduction des savoirs pour entrer dans une logique d'innovation d'intellectuels? Bon, alors, je peux vous dire que c'est l'un de mes combats. Je suis peut-être pas toujours bien compris, mais c'est l'un de mes combats. Je me suis aperçu que les chercheurs africains ont du mal, nous avons du mal. Quand je dis les chercheurs africains, il faut qu'on comprenne que je m'inclus là-dedans, puisque je suis chercheur africain. J'ai l'impression que nous avons du mal à nous faire notre propre identité. Identité scientifique, identité universitaire, identité d'intellectuel de façon générale. J'ai l'impression que le chercheur africain est plus à l'aise quand il cite les travaux de ses maîtres, généralement occidentaux. C'est quand on cite Descartes, quand on cite Platon, quand on cite... c'est à ce moment qu'on se dit, yes, je fais de la science. C'est bien. Moi, je pense que après avoir appris tout ça, nous devons maintenant afro-endogénéiser la pensée et les savoirs. Je le dis pourquoi? Parce que souvent, nous citons des gens qui n'ont peut-être pas plus de ressources intellectuelles que nous, qui n'ont pas plus de ressources en termes de savoir que nous. Mais simplement, comme ça fait bon genre, on le fait. Mais moi, je me demande, mais qui a dit à l'Africain qu'il n'est pas capable de penser? Qui a dit ça? Qui a institué, qui a déclaré, qui a instauré notre incapacité à penser par nous-mêmes? Je ne demande pas de faire table rase. Absolument. Nous capitalisons l'existant, c'est-à-dire un existant qui cadre avec nos recherches, avec nos réalités. Mais de grâce, je pense qu'il est temps que les Africains pensent par eux-mêmes. Nous devons innover. C'est d'ailleurs le sens du livre que j'ai écrit sur la géographie transcendante, qui est, je ne sais pas si c'est prétentieux, mais
c'est quand même révolutionnaire. De dire, nous ne devons pas, en tant qu'Africains, continuer à faire la géographie de la même façon que nous l'avons apprise, puisque les données ne sont pas les mêmes, puisque le fond culturel n'est pas le même, puisque le fond de la pensée n'est pas le même, puisque l'environnement n'est même pas le même. Je prends un exemple. Si un Canadien sort une théorie sur les forêts par rapport aux forêts du Canada, Absolument. qui sont des forêts anthropiques, c'est des forêts qui sont plantées, qui sont parfois monospécifiques, eh bien, est-ce que cette théorie-là peut cadrer avec la forêt de Billy à Koumesséji, mon village, qui se trouve au 2e degré de latitude nord, c'est-à-dire sur l'équateur, où la forêt est vierge, forêt primaire vierge, s'impervirante, et où on peut trouver des milliers d'espaces au kilomètre carré. Milliers d'espèces, j'allais dire. Milliers d'espèces au kilomètre carré. Donc, je veux dire, si on doit élaborer une théorie sur les forêts, il faut que cela cadre avec la réalité environnementale. Mais ça me pousse à votre développement, me pousse à vous poser cette autre question. Y a-t-il une science africaine, fondamentalement? Je peux vous dire, la science est la science. D'accord. La science est la science. Qu'on soit en Afrique, qu'on soit... la science est la science. Maintenant, ce qui doit être contextualisé, c'est la façon de faire la science. Pourquoi? Parce que la science n'est pas faite en l'air. La science est faite par des individus qui ont leur passé, qui ont leur vécu, qui ont leur ressenti, qui ont leur histoire. Et vous êtes d'accord avec moi que vous et moi, tout en étant Camerounais, nous sommes différents. Nous avons connu des parcours qui ne sont pas les mêmes. Vous pouvez mettre 10 personnes devant une seule et même réalité, mais chacune des 10 personnes va retranscrire cette réalité-là à sa façon, selon ses outils, selon son ressenti, selon son histoire, selon le contexte dans lequel il va observer ça. Alors, ce qui fait mal, c'est que nous, chercheurs africains, nous ne nous sentons à l'aise que dans le psittacisme, dans la récitation des choses qui sont déjà faites. C'est bien de réciter parce que ça entretient la mémoire, parce que ça capitalise l'existant. Mais ça n'apporte pas nécessairement. Oui, mais on ne doit pas s'arrêter là. Il faut innover. Et le danger de l'innovation, c'est que les premiers opposants de l'innovation, ce sont nos propres collègues. Ce sont nos propres collègues qui trouvent que oui, qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut déjà faire. On a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Pourquoi il faut faire autrement maintenant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense que, ça aussi je l'ai dit dans l'un de mes écrits, on ne pourra pas évoluer dans la recherche scientifique au niveau de l'Afrique sans l'audace. Il faut avoir l'audace, il faut avoir le courage de penser autrement, le courage d'innover. Il faut avoir le courage d'échouer. Et de se relever. Parce que c'est ça le problème. Il faut que les gens sachent qu'un enfant qui commence à marcher, on ne va pas lui demander de faire le 100 mètres. Il va tomber par-ci, il va tomber par-là. Mais les gens ont peur de tomber. Ayons le courage de tomber. Parce que c'est ça le début. Après, bon. Mais l'autre problématique qui se pose également, c'est une question de moyens pour soutenir tout cela. Alors, sans moyens suffisants, peut-on véritablement bâtir une souveraineté scientifique? Non, moi je crois qu'il ne faut pas, le discours des moyens là, il faut le mettre de côté. Il faut le relativiser. D'accord. Il faut le relativiser. La pensée n'a pas besoin de moyens. La pensée. Pour penser, on n'a pas besoin de moyens. Les moyens interviennent à partir du moment où on veut passer de la pensée à la réalisation de la pensée. On veut passer de l'esprit à la matière. Encore que la frontière entre les deux, la politique a bien montré que c'est pas aussi étanche que ça. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas limiter l'innovation aux questions de moyens. D'ailleurs,
quand l'idée est bonne, quand la pensée porte, les moyens arrivent. D'accord. Les moyens arrivent. On ne peut pas commencer un projet par le budget. Bien sûr. Il faut convaincre le bailleur de fonds par la qualité de l'idée, D'accord. par l'importance de l'idée, hein, par la rentabilité de l'idée. C'est pour ça que de plus en plus, on demande aux étudiants qui font leur mémoire, qui font leur thèse, de travailler sur des thématiques qui résolvent ou bien qui proposent la résolution des problèmes concrets qui se posent à la société, qui se posent aux individus, qui se posent à nos institutions. Absolument. Mais dès l'instant que vous mettez les moyens avant, eh ben, ce n'est pas quand on a Tu l'as pensé. Non, mais ce n'est pas quand on a déjà l'argent qu'on dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant avec l'argent? Non. Vous élaborez le raisonnement et qui aboutit donc logiquement aux demandes pour l'accomplissement desquelles il faut des moyens. Absolument. Mais le problème avec nous autres intellectuels africains, c'est de commencer toujours par pleurer les moyens. Les moyens, les moyens, les moyens. Et parfois, on vous donne les moyens, vous n'êtes pas capable de les consommer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pensé le projet dès le départ. Absolument. C'est comme ça. Cela dit, abordons maintenant la question de la refondation de la pensée géographique Oui. Africaine. Vous plaidez pour une refondation de cette pensée-là. Oui. Quelles sont les limites des approches classiques dans le contexte africain, selon vous? Alors, il faut déjà que je place ceci dans un contexte. C'est que nous avons créé en 2022 la Société camerounaise de géographie, comme vous avez dit à l'entame. Et cette Société camerounaise de géographie est devenue, en 2024, la Société africaine de géographie. D'accord. Donc, ça, le champ a été élargi. La refondation, c'est quoi? C'est bien tout ce que je dis là, l'afro-endogénéisation de la science géographique. Il faut que nous fassions la géographie non plus telle que nous l'avons apprise de nos maîtres qui eux-mêmes l'ont apprise de leurs maîtres à eux occidentaux, hein, dans le sillage de la coopération scientifique, dans le sillage de la colonisation, si vous voulez. Mais il faut maintenant qu'on arrive à de nouveaux schèmes de pensée sur la géographie. Par exemple, au niveau des thématiques de la géographie, eh ben, on est au niveau de la diversification. Par exemple, en 2024, le colloque international que nous avons tenu en 2024, c'était quoi le titre? La mort, écriture plurielle d'une géographie de la vie. Ça, c'est des choses qu'on n'a jamais imaginées qu'on pouvait étudier en géographie. Et en 2026, cette année, le colloque international de notre société savante, c'est sur les tribalismes, les replis identitaires. Ouais, c'est tellement actuel, c'est tellement présent. C'est des choses qu'on peut géographier, qu'on doit géographier. Parce que la géographie, comme j'ai coutume à le dire, c'est le sel du développement. La géographie, c'est le sel du développement. Comment? On ne peut pas développer un pays dont on ne sait rien. Oh, c'est la géographie qui gère l'espace, la cartographie, les ressources, tout ça. Donc, voilà un exemple. Autre exemple, par exemple, quand je parle de la refondation, nous sommes en train de développer un concept qui est celui de l'écriture scientifique intégrale. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusque-là, parce que vous m'avez demandé les limites des situations, jusque-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des mémoires et des thèses de doctorat qui sont rédigées selon ce qu'on appelle l'écriture académique. Alors que les ouvrages scientifiques répondent à des canons de l'écriture scientifique. Absolument. C'est-à-dire l'écriture des ouvrages. Alors, comme le but de chaque travail académique est d'être valorisé sous forme d'ouvrage ou bien sous forme d'articles scientifiques, on se dit, mais pourquoi ne pas rédiger les mémoires et les thèses sous forme d'ouvrages scientifiques? Ça se fait déjà dans d'autres universités de par le monde. Sont plus avancés là-dessus. Sont plus avancés là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez une thèse de doctorat écrite selon le modèle académique,
pour transformer cette thèse-là en un ouvrage scientifique, ça va vous prendre au moins autant de temps que vous en avez pris pour rédiger la thèse. Pourquoi? Parce qu'il faut tout repasser. Hein? Et il faut tout changer, il faut tout chambouler pour que on puisse faire d'une thèse un ouvrage scientifique. Ce que je dis, la thèse est a fortiori valable pour le mémoire. Bon, alors on se dit, qu'est-ce qui empêche que les mémoires et les thèses soient désormais rédigés comme des ouvrages scientifiques? Comme ça, une fois que le travail est validé dans un jury, par un jury, eh ben, on donne simplement le travail à une maison d'édition et l'ouvrage sort. Savez-vous qui sont les premiers opposants? Ce sont les collègues enseignants. Pourquoi? Parce que nous avons, je veux dire, des considérations un peu surannées. Il y en a qui vous disent, oui, c'est pas bon que les étudiants publient des ouvrages scientifiques. Je dis, mais ça c'est grave ça. On y voit une forme de concurrence. Voilà, on ne peut pas limiter. Vous savez, on ne peut pas... On ne peut pas limiter l'esprit. Voilà, on ne peut pas brider l'intelligence. Absolument. Et on n'a jamais prouvé nulle part que les étudiants sont plus bêtes que les enseignants. Moi, j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à croire que parce que je suis l'enseignant de tel, alors je suis plus intelligent que lui. J'ai peut-être plus appris, j'ai plus de diplômes, j'ai passé les grades, d'accord. Mais je ne peux pas me considérer a priori plus intelligent qu'un étudiant par le simple fait que je l'enseigne. Je veux dire, oui, je ne crois pas. Donc, il faut laisser, moi je pense qu'il ne faut pas embrigader l'esprit, il faut laisser l'intelligence éclore. Si un travail est bon, il est bon. S'il n'est pas bon, il ne l'est pas. Et l'autre danger que je vois en maintenant l'écriture académique, c'est que, vous voyez, l'intelligence artificielle se généralise. Je pense beaucoup de bien de l'intelligence artificielle, mais ça me fait peur aussi. Ça me fait peur parce que on n'est pas loin d'arriver à la production des œuvres qui sont super intéressantes, qui sont super bien. Et qui ne viennent pas de l'esprit. Mais par derrière, l'auteur supposé de ce très bon travail n'en sache pas grand-chose. Voilà le danger que moi je pressens. Alors que lorsqu'on va à l'écriture scientifique intégrale, l'auteur est véritablement l'auteur de son travail. Donc vous y voyez comme une menace l'intelligence artificielle vis-à-vis de... Dans certains domaines, je suis obligé de dire que je vois ça comme une menace. D'accord. Dans certains domaines. Je prends un exemple, vous donnez un sujet à l'IA et puis il vous sort un mémoire. C'est votre mémoire ou bien le mémoire de l'intelligence artificielle? Moi, je réponds par la dernière modalité, c'est le mémoire de l'intelligence artificielle. Vous allez arranger, puis bon. Mais si on vous demande à vous-même, vous avez fait tel travail, de quoi est-il question? On risque d'avoir des situations où quelqu'un se retire d'abord pour aller lire son propre mémoire, pour comprendre même de quoi il est question avant de venir exposer. C'est ça le danger. D'accord. Oui. On va prendre le deuxième reportage. Du moins, on va faire le stop pour l'annoncer tout au moins. Il y a 6 ans, vous le savez, dans la région du Nord-Ouest, dans la localité de Gabour, on a vécu un certain nombre de désastres, de massacres. Plusieurs personnes avaient été passées devant le tribunal militaire et la semaine dernière, 3 hommes en tenue, donc 2 militaires et un gendarme, ont été condamnés à des peines allant de 5 à 10 ans. Le reportage en parle. Le drame est survenu le 14 février 2020. Des militaires armés ont attaqué les villages Garbo 1 et 3 dans le nord-ouest. Des maisons ont été incendiées. 22 personnes civiles parmi lesquelles des femmes enceintes et des enfants ont été tués. L'enquête diligentée par le gouvernement a conclu à la poursuite au tribunal militaire de Yaoundé de 3 militaires et un civil. Le procès a duré 6 ans. Le verdict est tombé le 19 février dernier.
Les 3 militaires sont jugés coupables des faits de violation de consignes, coercion, de meurtre, incendie et destruction, violence sur femme enceinte. Et le civil jugé coupable de coercion, de meurtre, incendie et destruction. Ils écopent des peines allant de 5 à 10 ans de prison. Une sentence plus ou moins mitigée de l'avis des juristes. Dans le code de justice militaire, il n'y a qu'une seule infraction, si j'ai bonne mémoire, qui a été relevée. Non-respect des consignes. C'est-à-dire que toutes les autres peines, toutes les autres infractions relèvent du code pénal. Et dans ces infractions, il y a des peines capitales. Soit une peine à vie, soit une peine de mort. Et ici, il n'y a pas question de parler de circonstances atténuantes. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un vous a provoqué alors qu'il était en train de dormir. Parce qu'il a été démontré que la plupart des victimes dormaient, dont les balles les ont retrouvées dans leur sommeil. Depuis l'annonce de cette sentence, plusieurs organismes des droits de l'homme enchaînent des dénonciations, estimant que ce dénouement ne permettra pas de réparer les dégâts commis contre les victimes. Chaque fois que quelqu'un a subi une infraction du fait d'une tierce personne, la société, y compris la victime, doivent sentir que le préjudice a été réparé. Non seulement que le préjudice a été réparé, mais que justement la justice a été dite. Voilà les 2 fonctions essentielles de la justice. L'un d'eux a fait 4 ans, l'autre ne doit faire plus que 2 ans. Et il y a un autre qui a été condamné à 5 ans. Et naturellement, doit sortir. Ça veut dire qu'on a même condamné moins que ce qu'il en a purgé. Rappelons que le drame était survenu dans le cadre de la crise sécuritaire qui se déroule depuis 2016 dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Retour sur le plateau. Nous sommes avec le professeur René Joly Asako depuis le début de cette émission, prof. Alors, votre concept de géographie transcendante, venons-en un peu plus en profondeur. Que change-t-il concrètement dans la manière de penser? On a l'impression que les étudiants sont obligés de s'agripper, de s'accrocher à des choses dont ils pensent que sans ces choses-là, ils ne peuvent pas avancer. Moi, je dis non. Non. Je dis aux étudiants, dans cet ouvrage, que tout ce qu'on vous donne, ce sont des éléments. Je vous apporte les condiments. À vous de préparer votre sauce comme cela vous arrange. Donc, au lieu d'imposer une méthode, faites comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, moi je dis, voici les différents outils, à vous de les utiliser pour produire votre travail. C'est la finalité qui importe. C'est la finalité qui importe. Toujours dans cette logique de l'écriture scientifique intégrale, où rien n'est imposé aux étudiants. On leur donne de la matière. À la limite, on peut leur ouvrir quelques fenêtres. À eux maintenant de composer leur travail comme ils le sentent. Donc, dans cet ouvrage de géographie transcendante, j'expose un certain nombre de méthodes que les étudiants peuvent utiliser. Surtout, j'avais remarqué que les étudiants avaient généralisé ce qu'ils appellent la méthode hypothético-déductive, qui fait que vous prenez 5 thèses et 5 mémoires de master de thématiques totalement différentes, de contextes totalement différents. Mais curieusement, vous vous retrouvez avec des résultats qui sont presque identiques. Là, c'est un danger. C'est un danger. Et même lorsque vous regardez la façon dont cela est fait, on se rend compte qu'il y a de la répétition quelque part. Il y a du psittacisme quelque part. Il y a de la récitation irraisonnée quelque part. Il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut donc maintenant que les étudiants aient des clés, des outils, non seulement épistémologiques, mais aussi méthodologiques pour pouvoir rédiger leur thèse, leur mémoire. Voilà le premier objectif de cet ouvrage. Le deuxième objectif, c'est quoi? C'est de dire,
attention, il y a tout un côté spirituel qui ne relève pas forcément de la matérialité et dont on doit tenir compte quand on fait la recherche géographique. En tant qu'Africain, sur des problématiques africaines. Absolument. Parce que, qu'est-ce que je démontre dedans? Je démontre là-dedans que même les mathématiques ne sont pas aussi rationnelles qu'on le pense. Il y a une bonne part d'incertitude dans les mathématiques. Il y a une bonne part de choses qu'on n'a jamais démontrées, mais on prend ça comme tel et on avance. Bon, je vous prends l'exemple de la pluie. Qu'est-ce qu'il faut qu'il pleuve? Eh bien, c'est un courant d'air chaud qui monte en altitude. Et qui agresse les nuages. Et une fois qu'il monte, il va avec de la vapeur d'eau qui se cristallise, arriver à un certain niveau, comment je veux dire, les cristaux sont tellement solides qu'ils ne peuvent plus tenir. Ils font donc le chemin inverse. En traversant les couches qui sont donc plus chaudes, les cristaux fondent et nous avons la pluie. Explication, on peut dire, rationnelle. Bon. Mais les Bombok et les autres dignitaires qui peuvent provoquer des pluies en plein soleil, ça aussi on explique comment. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des inondations catastrophiques qui peuvent arriver, des inondations punitives qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je dis que nous devons, comme géographes africains, travaillant sur des réalités des espaces africains, tenir compte de la composante culturelle, de la composante anthropologique, de la composante spirituelle de l'Africain que nous sommes, pour pouvoir interroger la territorialité, pour pouvoir interroger l'espace, pour pouvoir questionner l'environnement. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer logiquement, on ne peut pas tout expliquer rationnellement, encore que c'est quoi la raison? C'est quoi le rationnel? Un autre vaste chantier. Un autre vaste chantier. Est-ce que votre rationalité, c'est la mienne? Bah, ça, Je ne suis pas sûr. Eh bien, on peut se rencontrer sur certains aspects. bien sûr. Il est vrai. Mais il n'est pas dit que votre rationalité soit à 100% la mienne, ni la mienne, la vôtre. Donc nous devons tenir compte de ça lorsque nous géographions. Il faut que la géographie se contextualise, y compris au plan spirituel. Parce qu'en fait, à bien regarder par certains côtés, c'est le fondement de tout ce que nous voyons. Donc la matérialité, parfois, n'est que la pointe de l'iceberg. Absolument. Et le reste qui est souterrain étant la spiritualité. Absolument. Voilà pourquoi je ne peux pas réfléchir comme un Allemand, je ne peux pas réfléchir comme un Canadien. Je n'ai rien contre eux, mais sauf que nous n'avons pas le même background. Et comment cette approche peut-elle donc aider à mieux répondre à nos défis urbains, environnementaux, si tel est que il faut qu'il sait peut-être les contextualiser? Oui. Moi, je vais vous dire que nous avons commis beaucoup d'erreurs dans l'aménagement des villes parce que nous avons aménagé des villes africaines pour des Occidentaux que nous ne sommes pas, que nous ne serons pas. Et si je suis même extrémiste, je dirais que nous ne serons jamais. Il faut que, pour que nos villes soient viables, il faut les aménager pour nous d'abord. Bien sûr. Pour nous d'abord. Chaque ville a une âme. Chaque ville a une âme. On a toujours fait comme si la ville, c'était simplement un assemblage de maisons qui sont desservies par des routes. Non, il y a une âme urbaine qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître, qu'il faut apprivoiser et en fonction de laquelle on doit aménager la ville. Alors,
Parce qu'on ne l'a pas suffisamment compris, et ben ça donne des histoires très compliquées. Je vous prends un cas pathétique qui fait mal. Lorsqu'on aménage les villes en Afrique, quelle place donne-t-on à la mort? À la mort. À la mort dans la ville. On aménage pour les vivants, d'accord? Mais quelle place est-ce qu'on donne à la mort dans la ville africaine? Vous voyez comment ça nous rattrape? Il est impossible, par exemple, à Douala, de circuler les week-ends parce que les gens n'ont pas où célébrer la mort. On n'a pas prévu qu'on doit célébrer la chose la plus importante de la civilisation négro-africaine, c'est quoi? C'est la mort. On admire les pyramides, on a mis... Bon, les pyramides, c'est quoi? Les pharaons vivaient pour mourir. Ils vivaient pour préparer leur mort. Celui qui a le mieux préparé sa mort, c'est celui qui a la pyramide la plus luxueuse, la plus grande, la plus... si vous voulez. Et c'est pareil pour nous tous. Nous vivons pour mourir. Nous vivons pour préparer. C'est à la mort qu'on voit la magnificence de l'individu. Bon, maintenant, au moment d'aménager. On n'y a pas pensé. Est-ce qu'on pense à la mort? On essaie de se rattraper maintenant. On est surpris par la mort. C'est-à-dire, on est surpris par la raison fondamentale de notre existence. Or, lorsque vous regardez maintenant, combien de personnes restent au village? Nous sommes tous dans les villes, venant des villages. Je ne parle pas de ceux que la ville a trouvés sur place et dont il faut tenir compte. Les populations autochtones des milieux urbains, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on tient compte de ce que la ville de tout le monde est le village de quelques-uns? Voilà des problématiques qui sont typiquement africaines. Le village de quelques-uns, quand le village de quelques-uns devient la ville de tout le monde, et si c'est tout le monde, si c'est ce tout le monde-là qui prime, qu'est-ce que ça donne? Je peux vous multiplier comme ça des exemples à l'infini. Donc, j'ai développé aussi ce que j'appelle la théorie de l'identité différentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous arrivez à Abidjan, vous trouvez les mêmes problèmes que vous avez laissés à Douala. Vous allez à Brazzaville, vous trouvez les mêmes problèmes que vous avez laissés à Libreville. Vous allez à Kinshasa, vous trouvez les mêmes problèmes que vous avez laissés à Accra, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis chanceux parce que j'ai fait le tour. Alors, on se dit, nos villes connaissent à peu près les mêmes problèmes, malgré les variantes locales. Donc, il est, à mon avis, temps de tenir compte de ces réalités-là. Voilà pourquoi vous allez voir dans la plupart des villes, des villes africaines, et même au niveau des pays africains, vous avez une dualité de la législation foncière. Vous avez d'un côté des textes du droit positif, le titre foncier. Après, quelqu'un va vous dire, le terrain ici, c'est mon grand-père qui m'a laissé ça. D'où les conflits entre la légalité par les textes et la légitimité qui souvent vient de nos traditions. Alors, il faut choisir. Soit nous sommes dans le tout légal, du haut jusqu'à la base, ou alors on modernise la légitimité. Nous avons fait le choix du dualisme. Oui, mais en faisant le choix du dualisme, on se demande si ce n'est pas... le bon équilibre. C'est une coexistence équilibrée dans le déséquilibre. Un peu paradoxal. Mais je vois les choses comme ça. D'accord. Le troisième reportage de ce soir revient évidemment sur la décision du commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. Vous le savez, l'autorité militaire a donc décidé de la lever, de sceller sous le corps de Anissé Kane, le président du Malidem décédé le 1er décembre dernier. Anissé Kane pourra bientôt voir ses obsèques organisées.
Plus de 80 jours après sa mort, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé vient de lever les restrictions sur la dépouille de l'homme politique décédé en détention le 1er décembre 2025. Réclamé depuis plusieurs mois par sa famille et les avocats des ayants droit d'Anissé Ekané, la levée de restrictions qui avait été imposée sur la dépouille de l'homme politique intervient après de nombreuses sorties au Cameroun des hommes politiques, de la société civile et même des sorties à l'international. Soutien de Maurice Kamto et d'Issa Tiroma Bakari à la dernière élection présidentielle, Anissé Ekané a été interpellé le 24 octobre 2025 et est décédé le 1er décembre de la même année en détention. Alors que la famille est autorisée à récupérer sa dépouille, des questions demeurent tout de même. Où sont passées les conclusions de l'autopsie contestée par la famille, mais effectuée tout de même sur la dépouille d'Anissé Ekané? D'ailleurs, qu'a conclu l'enquête annoncée par le gouvernement camerounais? Retour sur le plateau, parlons à présent des concepts philosophiques et la vision de l'homme africain tel que perçu par l'invité de ce soir. Il parle de la roboscopie existentielle. Oui. Alors, vous proposez cette réflexion sur la vie et le sens existentiel. Alors, quelle est l'ambition de cette approche, prof? Alors, la rhomboscopie existentielle, c'est-à-dire la vie et l'après-vie, par la théorie des losanges, c'est le sous-titre de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui a une petite histoire. Okay. La petite histoire, c'est quoi? C'est que je m'en vais faire mon sport au parcours Vita de Douala. Et puis, à l'escalier, je trouve des moniteurs de sport qui m'entraînent à faire certains exercices. Puis, il y a une dame, monitrice aussi de sport, il dit à son collègue, mais il ne faut pas lui faire monter les escaliers trop vite. Je lui demande pourquoi. Il dit, oui, mais par rapport à votre âge, ça peut secouer le cœur. Ah, c'est la première fois que moi qui me croyais... Encore je... moi qui me croyais... Donc, grand athlète. Je déduis donc qu'il y a un type d'exercice qui n'est pas approprié à l'âge que j'avais. Je vous le confie, j'ai arrêté mon sport là, je suis rentré directement à la maison, j'ai commencé à écrire ce livre. Ah. J'ai commencé à écrire ce livre qui montre quoi en fait? Qui montre la proportionnalité que nous devons apporter à la vie dans un intervalle rhombique, dans un intervalle que j'appelle l'intervalle rhombique, parce que si vous voyez, c'est vraiment, il y a comme un lien entre la géographie, qui est ma spécialité, et ce que je développe là-bas dedans. Entre la planète Terre, qui est partagée par un équateur avec les tropiques, et le rhombe, qui est en fait l'autre nom du losange. Et lorsque vous prenez un losange, le losange, c'est une figure géométrique qui est exceptionnellement, comment je vais dire, intéressante, d'après ce que j'ai vu. Parce que vous pouvez les diviser en deux équateurs que j'appelle, en deux hémisphères que j'appelle l'hémisphère rhombique, qui va donc, le premier hémisphère, ça va de la naissance jusqu'au milieu, parce que j'ai pris un intervalle de vie de 70 ans. Parce qu'en réalité, l'intervalle de vie approximatif que j'ai trouvé, moi, c'est 70 ans. Au-delà, vous pouvez vous considérer comme étant un chanceux. Un véritable chanceux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prenez les deux hémisphères rhombiques, de la naissance jusqu'à 35 ans, c'est l'hémisphère de la croissance, des ambitions, des espoirs. Et puis, l'accomplissement commence au-delà de 35 ans. Vous récoltez les fruits de vos travaux, de tout ce que vous avez eu à faire. Et puis, à un certain moment, c'est la chute qui commence. Absolument. Et c'est là où ça me permet de développer ce que j'ai appelé les paradoxes rhombo-existentiels. Un exemple, pendant que vous êtes jeune, vous avez la vigueur, vous avez ceci, mais c'est là aussi que vous n'avez pas assez de moyens. Vous n'avez pas assez de liberté. Vous n'avez pas. Donc, à la limite, on a l'impression que tout s'équilibre dans la vie.
vous avez ceci parce qu'il vous manque ça. Et comme vous avez ceci, vous perdez forcément quelque chose. Et ça permet un équilibre ontologique selon lequel l'homme reste l'homme et Dieu reste Dieu. Enfin, je n'en veux pas à ceux qui ne croient pas en Dieu, moi j'y crois. Mais cet équilibre reste pour que aucun être humain ne puisse tout avoir. Vous avez ceci parce que vous n'avez pas ça. Ou bien vous n'avez pas ceci parce que vous avez ça. Et il faut tenir compte de ça. Ce que je démontre encore dans cette phrase, c'est quoi? C'est que, selon moi, la vie ne s'arrête pas à la mort terrestre. Il y a des formes de vie post-mortem. Comme lesquelles? Eh bien, si vous prenez les plus grands artistes, peintres, philosophes, ils sont devenus riches quand? Après leur mort. C'est après leur mort. Vous prenez les plus grands peintres, les Matisse, les Michel-Ange, tout ça. Ils sont devenus beaucoup plus célèbres après leur mort. Les gens qui n'étaient même pas capables de vendre une toile. Mais on vous dit aujourd'hui qu'une seule de leurs toiles, c'est des millions de dollars. Dans ces conditions-là, peut-on dire que leur vie s'est arrêtée avec la mort? J'ai dit non. Si je prends le cas de mon père, Assekwela, qui est mort en 1994, j'étais encore étudiant en doctorat. Bon, est-ce qu'on peut considérer qu'il est mort alors que je vis? Je ne suis pas sûr. Au moins peut-être la mort physique. Donc, c'est pour ça qu'il y a suffisamment de philosophie dans cet ouvrage, parce que ça m'a vraiment renvoyé à l'intérieur de moi-même, à voir c'est quoi, à me poser la question finalement, c'est quoi la vie? Est-ce qu'il y a des possibilités de rattrapage? Est-ce qu'il y a des possibilités d'extension? Est-ce qu'il y a des possibilités d'ouverture? Et tout ça, le losange vous permet de gérer toutes ces questions-là. Comme vous avez des situations que vous arrangez dans la vie des gens. Bien sûr. Ce n'est pas dans votre vie, mais les actions que vous posez permettent d'améliorer la vie des autres. Tout comme vous pouvez en poser d'autres qui empestent la vie des autres. Et le retour est possible. C'est-à-dire les gens posent des actions qui améliorent votre vie, comme d'autres personnes peuvent en poser, qui vous mettent les bâtons dans les roues. Donc, si vous voulez, cet ouvrage, c'est l'ouvrage qui est un appel à une humanité de participation, à une humanité de complémentarité. Vous voyez, je tourne toujours autour de l'humanité. Autour d'une humanité inclusive. Et c'est dit, on n'est pas seul. Attention, qu'est-ce que je fais pour ma vie? Qu'est-ce que ce que je fais dans ma vie a pour conséquence dans la vie des autres, dans la vie de la société, de façon positive, de façon négative? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? C'est tout cela qui se trouve dans ce livre. Il y a la transmission de la mémoire. Dans le cadre des existences post-mortem, il y a la transmission de la mémoire. On a mis dans votre tête que vous êtes un esclave, par exemple. Quel que soit ce que vous pouvez faire, il y a ça en vous. Je suis un esclave. Ça, c'est quand ça vient de vous. Mais ça peut venir des autres. C'est un esclave. Quoi que vous puissiez faire, l'image que les autres ont de vous, c'est l'image de quoi? De l'esclave. Parce que ça s'est transmis de génération en génération. Donc il faut faire attention, il ne faut pas penser que la fin d'une chose, je veux dire l'arrêt d'une chose, emporte la fin de cette chose-là. Donc il y a toujours une possibilité de survivance, une possibilité de réémergence, une possibilité de résurgence. Et tant que c'est bon, ça va. Mais si ce n'est pas bon, il faut donc travailler pour que tout cela s'améliore. Mais à côté, il y a également l'autre concept, l'assakoïsme. L'assakoïsme. Bon, d'abord, pourquoi avez-vous baptisé ce concept? Vous en avez fait un dérivé de votre nom. Oui, parce que c'est moi qui l'ai pensé. Simplement. C'est tout. D'accord. Alors,
cette approche-là, vous la présentez comme une nouvelle manière de penser l'identité négro-africaine. Oui. Alors, quels en sont les principes fondamentaux? Alors, les principes fondamentaux, comme je l'ai dit, c'est l'humanité inclusive. C'est la revendication d'une humanité niée. C'est-à-dire? Et déniée. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Si je parle de l'esclavage, par exemple, pendant 6 siècles, l'homme noir a été considéré comme quoi? Comme un objet, comme un animal, qu'on vend, qu'on utilise, qu'on emploie, qu'on cède. Bon, soit avec la transmission de la mémoire, ça a fait son chemin. Mais je pense que quand on regarde aussi comment l'histoire a évolué, on a vu que l'homme noir peut devenir autre chose. Et même autre chose. Alors, il faut que tout cela soit construit. J'ai essayé de construire tout cela sous forme d'une idéologie. D'accord. D'une idéologie, évidemment, qui dérive de mon nom. Bon, je peux vous dire, j'ai eu pas mal de colibés à ce sujet. Oh, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut faire quoi? Mais quand il parle du jansénisme, qui a été inventé par qui? Par Janssen. Là, ça ne dérange pas. Quand on parle du marxisme, quand on parle du léninisme, là, ça ne dérange pas. Quand on a la pascaline, la calculette inventée par Blaise Pascal, là, ça ne dérange pas. Quand on parle de la guillotine, inventée par le docteur Guillotin, ça ne dérange personne. Quand on parle du manichéisme, inventé par Mani ou Manès, ça ne dérange personne. Mais quand c'est de la sacoïsme, c'est ça. On y voit de l'autoglorification. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de l'audace de la création. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur moi j'appelle ça des détails inutiles. D'accord. Parce qu'il faut aller questionner, il faut interroger, il faut comprendre. Il y a beaucoup de gens qui critiquent alors qu'ils n'ont même pas lu. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Mais simplement, comme le faciès nominal n'est pas celui auquel on est habitué, alors on rejette. On rejette d'emblée. Alors moi je dis, si on rejette, c'est tant mieux. C'est le contenant qui est plus intéressant. Alors, en quoi ces concepts peuvent-ils contribuer donc à transformer les mentalités et les perceptions de soi en Afrique? Eh ben, ça donne, à mon avis, je pense que ce qui manque à beaucoup d'Africains, c'est la confiance en soi. C'est l'assurance en soi. Parce qu'on ne peut pas aller à un combat avec la certitude d'être vaincu. Avec la certitude qu'on ne vaut rien. On ne peut pas entamer un combat en se disant que je vais perdre. On ne combat pas pour perdre. On combat pour gagner. On combat au moins pour rester vivant. C'est comme ça. Parce que c'est quand on est vivant qu'on a la possibilité de développer des stratégies, qu'on a la possibilité d'impacter la vie des autres, qu'on a la possibilité d'inspirer les autres. Mais dès l'instant que nous allons au concert des nations avec la certitude qu'on va perdre, qu'on ne vaut rien, qu'on n'est rien, qu'on est insignifiant, on est perdant à la ligne de départ. Absolument. Donc, ma philosophie à moi, c'est de donner confiance. Même si on échoue, qui n'échoue pas aussi? Hein? Personne n'a jamais fait un parcours linéaire de succès. On échoue, puis après on recommence. Absolument. C'est comme ça. Donc, si vous voulez, je veux inspirer les jeunes générations. Je veux inspirer la société, notamment les jeunes, pour dire, vous pouvez... Je l'ai dit par exemple au sujet des publications là. Moi, j'encourage mes étudiants à créer. Vous ne pouvez pas... leurs esprits au-delà du vôtre. Oui, je ne peux pas
je ne peux pas laisser soutenir un étudiant que je dirige en thèse de doctorat s'il n'a pas inventé un concept. Je ne peux plus. Vous avez une belle thèse, d'accord. Vous avez donc inventé quoi? Au départ, même les collègues étaient... Mais c'est un étudiant, mais alors? Parfois, les concepts que nos étudiants mettent dans leur thèse, c'est les concepts des masters de France, des États-Unis. Quand tu as appris ça, ou j'ai pris dans un mémoire de master. Mais toi, tu fais de cela une référence pour ta thèse de doctorat et tu te trouves incapable de créer toi-même un concept. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va. Voilà ce que j'appelle être perdant à la ligne de départ d'une course. On s'interdit la création, on s'interdit l'innovation. Et les gens pensent que c'est bien comme ça. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas bien. Absolument. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on innove. Il faut libérer les intelligences. Il faut libérer la créativité parce qu'elle est possible. Je n'ai lu nulle part qu'il y avait des êtres humains qui avaient moins de neurones que d'autres. Je n'ai pas vu ça quelque part. Nous avons tous du sang rouge, nous avons tous le même nombre de... Nous avons tous 32 dents. Nous sommes tous capables d'aboutir au... Oui, nous sommes tous capables de penser. Il faut seulement, étant donc sûr que nous sommes tous capables de penser, il faut permettre aux jeunes de penser. Absolument. Quitte à les canaliser, mais il faut quand même permettre à tout le monde de pouvoir penser. Nous l'avons appris au courant de la semaine. Le pape, sa sainteté, le pape Léon XIV, va parcourir l'Afrique au courant du mois d'avril. Au Cameroun, entre le 15 et le 18, il ira à Yaoundé, Douala et Bamenda. Nous en avons profité au courant de la semaine pour reparcourir les précédentes visites des papes au Cameroun. On en a reçu 3, mais en 4 temps. Le pape Jean-Paul II, 2 fois. Le pape François est désormais le pape Benoît XVI. Et cette fois, le pape Léon XIV sera aussi dans notre pays. Suivez plutôt. Vatican relations, a legacy building to Pope Leo XIV's historic visit. Cameroon and the Vatican have long shared profound ties, rooted in early Catholic missionary zeal and formalized on October 31, 1966, when the Apostolic Nunciature opened in Yaoundé. Yet, these bonds continue to evolve, culminating in Pope Leo XIV's eagerly anticipated visit, announced in April 2026. Through papal journeys, landmark agreements, and joint efforts in peace, education, and health, this partnership not only endures but inspires, especially as the Holy Father prepares to address Cameroon's present challenges amid post-election tensions. From missionary foundations to diplomatic strength, pioneers soared seats of faith. The Vatican's embassy atop Yaoundé's Mont Thebe, now guided by its 9th nuncio since 2009, stands as a beacon of trust. And furthermore, the 2014 Framework Agreement solidified the Church's legal role, empowering dioceses and the National Episcopal Conference to collaborate seamlessly on social upliftment alongside government programs. The papal visits that forged lasting connections. Pope John Paul III touched down twice, first August 10, 1985, on a Grand African pilgrimage, then September 14, 16, 1995, to unveil Ecclesia in Africa at Our Lady of Victory's Cathedral in Yaoundé, inspiring unity and hope for millions. Pope Benedict XVI arrived next from March 17 to 20, 2009 for a stirring open-air mass at Amadou Ahidjo Stadium, where he rallied Africa against poverty before journeying to Angola. And although Pope Francis sustained the flame through President Paul Biya's Vatican audiences, in 2013, 2014, and 2017, now Pope Leo XIV Pope Francis received the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya. During the cordial meeting, the two said they were pleased with the good bilateral relations, reinforced by the conclusion of negotiations for a framework agreement on the derivative
mystical status of the Catholic Church in Cameroon, Douala, expected to be Betwa, signed and soon. Bamenda, Appreciation plus was expressed for the work of the Church in and Cameroon in the fields of health and education, and in favor of peace and reconciliation. Finally, challenges facing Sub-Saharan Africa and Cameroon's commitment in favor of security and peace in the region were discussed. In 2024 have championed peace and justice under the Framework Agreement. In July 2025, Nuncio Jose Avelino Betancourt's meeting with President Biya further deepened these roots, setting the stage for Pope Leo XIV's visit, which arrives as Cameroon navigates unrest, offering a timely call for reconciliation, much like a trusted ally extending a hand in the community's hour of need. Alors, professeur René Joly-Asako, évidemment qu'on ne vous laissera pas partir sans dire un ou deux mots sur vos responsabilités académiques en termes de formation et de formation de la jeunesse. Alors, en tant que doyen, je le rappelle, de la faculté des lettres et sciences humaines ici à l'université de Douala, quelles sont aujourd'hui vos priorités pour moderniser les formations en sciences humaines? Bon, alors, les priorités, j'ai pris l'engagement de réformer la faculté des lettres et sciences humaines. Quand je dis réformer la faculté des lettres et sciences humaines, ça dit de changer la vision, de changer l'image que les gens ont de la faculté des lettres et sciences humaines. Jusque-là, les gens pensaient que, ouais, c'est une faculté, les gens ne foutent rien, on ne sait pas ce que les enseignants font, on ne sait même pas qui ils sont. Donc, je me suis attelé à rendre la faculté vraiment visible. Je pense que les médias en savent quelque chose. En premier, il faut le dire. Maintenant, au niveau des étudiants, il faut que nous avons sorti la charte des métiers de la faculté des lettres. Je vous assure, personne ne pouvait vous dire, quand on s'engage dans une faculté des lettres, voici ce qu'on peut avoir au plan opérationnel, au plan professionnel. Quel est le métier qu'on peut exercer? Mais quand nous avons sorti notre charte des métiers, on a eu un boom d'étudiants. Donc en termes de vision, disons, il faut donner la bonne information, il faut la rendre disponible, il faut dire aux gens, quand vous vous engagez dans une faculté de lettres, quel que soit le département, voici ce que voilà l'aboutissement professionnel. Et je peux vous dire, c'est exceptionnel. Vous prenez la communication, par exemple, avec tous ces métiers qui sont liés à la communication. Vous prenez la géographie. Les gens demandent, mais si je fais la géographie, je vais servir à quoi? Nous sommes en plein dans la décentralisation. Les collectivités territoriales décentralisées, les communes, les machins, les gens qui travaillent dedans là, on les forme où? Ils ont été formés où? Les problèmes environnementaux. Les problèmes environnementaux. C'est à la faculté de lettres qu'on les forme. Dans l'organisation, dans la gestion des ressources humaines, c'est la faculté de lettres. Dans la gestion des organisations, c'est la faculté de lettres. Dans la psychologie, jusque dans la psychiatrie. C'est autant, je ne sais même pas par où je vais commencer, par où. Bon, dans les ONG, tout ce qui travaille dedans, c'est des formations qui sont dispensées à la faculté de lettres. Donc, comme vous me demandez la vision, ma vision, je le dis, c'est de faire de la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université de Douala la référence des humanités au Cameroun et même en Afrique. Vous connaissez bien le slogan. Et je pense que nous sommes en train de récolter les premiers fruits parce que, je vous ai dit, jusqu'à l'année passée, on avait des effectifs vraiment bons. Mais là, on tutoie les 9000 étudiants. Nous avons des effectifs extraordinairement élevés par rapport à ce qui a été connu jusque-là. Grâce à quoi? Grâce à l'efficacité de la communication. En fait, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Quand les étudiants arrivent, ils sont formés, nous tenons les délais. Par exemple, en quelques mois, nous avons délivré tous les effets académiques à tous les niveaux, de la licence jusqu'au doctorat.
Donc, les relevés de notes, les attestations de réussite, tout ça a été délivré. En attendant la grande cérémonie de remise officielle des diplômes proprement dit que nous avons programmée pour l'année en cours. Donc, je pense que le climat est bon avec les moyens que nous avons et nous avons un recteur qui nous épaule vraiment beaucoup, le professeur Magloire Ondoa. C'est une chance pour l'université de Douala de façon générale et pour la faculté de l'aide de façon particulière. Parce que aucun chef d'établissement ne peut travailler s'il n'a l'appui institutionnel et même dans le cas de l'université de Douala, l'appui personnel du recteur. Et ça, c'est une chance vraiment inouïe que nous avons. Alors, je finis avec toutes vos casquettes. Oui. Universitaire, écrivain, penseur engagé. Vous êtes à la fois, on l'a dit, scientifique, écrivain, vous faites de la littérature, vous faites... Alors, comment mettre tout ça là dans un vase? Oh, la journée n'a que 24 heures, prof. La semaine n'a que 7 jours. Ouais. Bon, peut-être que c'est l'organisation. On essaie de s'organiser, on essaie de faire ce qu'on peut faire et d'éviter ce qu'on ne peut pas faire. Bon, évidemment, il y a des choix. Il y a des choix parfois douloureux à faire. Il y a des choix à faire. On est moins présent en famille, on est interpellé à gauche, à droite, parce qu'il faut quand même rendre service. Il faut que chacun puisse avoir un petit peu de nous. Puisqu'en même temps, on suit les populations à la base, parce que je suis un opérateur du développement local. Absolument. Au niveau de ma commune, au niveau de mon village. Il faut suivre tout ça. Bref, on s'organise. Ce n'est pas facile, mais bon, on s'organise. Merci infiniment, monsieur le doyen, de nous avoir accordé ces quelques minutes de plaisir, de découverte, de philosophie, de géographie, bref, de toutes les sciences que vous condensez dans vos divers savoirs. Oui. Merci infiniment. Bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné à moi, un petit villageois de Billy, à Koumesséji, à Olamze, là-bas, dans la vallée d'une Thème. Vous me donnez la possibilité de pouvoir dire le peu qu'on peut dire sur la science, sur les institutions. Donc, je vous remercie beaucoup. Vous le méritez bien. Votre réflexion, c'est un rappel. Cette réflexion dont montre l'importance d'une science africaine capable de produire des savoirs utiles, adaptés aux réalités du continent et tournés vers la transformation des sociétés. On est avec le professeur René Joly Asako, évidemment, qui nous a fait plaisir de partager avec nous. Bonsoir et à dimanche prochain pour une autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi. D'emblée, je vous souhaite un excellent début de semaine.